C'est quoi le design? Je dirais à chaque designer sa définition du design. Autant de designers tu vas rencontrer, autant de définitions différentes tu auras du design. Et même en fonction des écoles où le design est enseigné, les définitions vont varier. Ne t'attends pas à ce qu'il y ait une définition universelle du design. Par contre, moi, ma définition du design va prendre en compte 4 grands facteurs. Le designer est une personne qui identifie un problème dans un environnement socio-culturel et socio-économique précis. Il pense, il imagine et il matérialise sa pensée et il teste cette solution qu'il a pensée au problème qu'il a identifié jusqu'à trouver la solution qui répond le mieux au problème en fonction des utilisateurs qu'il a en face de lui. On ne fait pas du design quand on n'apporte pas de réponse à un problème. Ensuite, un problème qui existe à Cotonou n'est peut-être pas un problème pour un Français. Quelque chose qui est un problème pour un Français n'en est pas un pour quelqu'un qui est à Cotonou. Je donne un exemple simple. Aujourd'hui en France, l'État prévoit d'aménager 1000 km de pistes cyclables à Paris parce que les gens veulent se déplacer plus à vélo. Ils veulent plus de mobilité douce. Et donc, pourquoi c'est un problème pour les gens de se déplacer en voiture? Parce que quand tu prends des populations comme celle de Paris, où il y a autant de personnes, ça devient très vite compliqué de se déplacer à véhicule. Cotonou n'a pas le problème de je me déplace à vélo. Et si tu es directeur d'une entreprise et tu viens au boulot à Cotonou à vélo, j'imagine le directeur d'Ecobank vient à Ecobank à vélo. Socialement, culturellement, ça va être pris très bizarrement, ça va être pris très négativement. D'un autre côté, si le directeur d'une banque française telle que Société Générale vient au boulot à vélo, beaucoup de gens vont trouver ça très admirable et on va le respecter pour ça. Donc, il faut savoir que le design, c'est identifier un problème dans un environnement qui a ses normes sociales, qui a ses normes culturelles, qui a des défis économiques donnés, penser la solution à ce problème identifié, matérialiser cette solution-là. Si c'est une application, il faut donc faire le prototype de l'appli. Si c'est une campagne de com, il faut faire des affiches. Si c'est un objet, il faut donc aller voir le soudeur ou voir les gens qui font de l'argile pour matérialiser la solution, tester la solution. Donc, il ne suffit juste pas de dire « Ok, j'ai fait une application, je suis un designer ». Non. Ou j'ai identifié un problème, les gens n'arrivent pas à bien manger, donc j'ai fait une application de repas. Non. Il faut tester la solution avec le public cible dans l'environnement où on a identifié. Et ce n'est que lorsque on a testé et qu'on est sûr que c'est la bonne solution qu'on a fait du design. Le design apporte une solution adaptée à un problème et une problématique identifiée dans un environnement précis et la solution est généralement agréable à utiliser. Donc là, on parle de la composante expérience utilisateur et esthétiquement intéressante. Donc, tu peux avoir la plus belle Ferrari du monde. Si la Ferrari ne peut pas se déplacer, ça veut dire que la fonction visuelle est remplie, mais la fonction fonctionnelle n'est pas remplie. L'interface utilisateur, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on touche. Si le véhicule est beau et n'a pas de moteur, ça ne sert à rien. Si le véhicule a un beau moteur et de l'autre côté, on n'est pas confortable dedans, c'est pas forcément réussi. Si le véhicule a un bon moteur, on est confortable dedans, mais dehors, la voiture est vilaine, bien qu'on peut se déplacer avec, on n'a pas réellement réussi notre travail de designer. Donc, il faut l'expérience utilisateur, il faut que la solution remplisse sa fonction et il faut que finalement, ce soit esthétiquement intéressant. Le designer est-il un art? Ceci a généré tout un débat la dernière fois avec mon cher ami Thierry, mais je vais vite passer aussi ici. Sur cette image, on a 2 photos. Une chaise qui est un produit de design et une photo d'une personne qui est Louis de Funès. Et Louis de Funès, c'est qui? C'est un artiste comédien. Donc Louis de Funès, c'est un artiste comédien, il est un acteur, il fait des films drôles. Du coup, lorsque tu vas parler d'art, lorsque tu vas parler d'artiste, l'art n'est pas que visuel, l'art n'est pas que plastique. Quand on parle d'art visuel, c'est l'art qu'on voit. Quand on parle d'art plastique,
c'est tout ce qui est sculpture, dessin, modélisation 3D si on veut aller dans le numérique, mais tout ce qui est on touche quelque chose, on manipule quelque chose pour avoir un résultat visuel. La chaise a d'abord un rôle de fonction. La chaise, on l'a fait pour qu'on puisse s'asseoir dessus, pour qu'on puisse s'asseoir confortablement dessus. De l'autre côté, quand Louis de Funès va faire des films, il va apporter un regard critique sur un fait de société, il va utiliser la satire, donc il va rendre drôle quelque chose qui n'est pas forcément à sa place pour amener le spectateur à se questionner sur quelque chose de préétabli. Donc, à part Louis de Funès, j'avais aussi montré l'exemple de la bouteille de ketchup et l'exemple de Kanye West. Kanye West est un artiste chanteur. On a eu un problème avec une bouteille de ketchup. La première bouteille est en verre et pour pouvoir se servir le ketchup, il faut retourner la bouteille et il faut la secouer plusieurs fois avant de pouvoir verser le jus de tomate sur sur quoi on veut le manger. Donc là, l'interface utilisateur est belle, mais l'expérience est mauvaise parce que puisque c'est une bouteille, ça rend difficile l'usage du produit. Et donc, un designer va venir ici apporter une réponse et va dire « Ok, comment est-ce que je fais pour que les gens ne retournent plus la bouteille et ne le secouent plus ?» Première décision, il inverse la façon dont la bouteille est designée et désormais la bouteille repose tête en bas. Deuxième chose, il dit « Bon, j'ai du verre. Le verre n'est pas pressable. Je ne peux pas exercer une pression sur le verre pour sortir mon ketchup, mais par contre du plastique, je peux exercer une pression dessus pour le sortir. » Et là, en fait, en pensant design, il arrive à apporter une solution à un problème qui existait préalablement. Et ça, on parle de design incrémental parce qu'on parle de quelque chose qui existe et on apporte quelque chose de nouveau. De l'autre côté, Kanye West, il va faire de la musique, il va faire de la chanson, il va s'exprimer, il va donner son avis, il va donner son point de vue sur le monde, sur des sujets qui l'intéressent, qui le touchent personnellement. Donc, quand on regarde, bien que d'un côté, quand on parle de lui, où il y a un aspect esthétique au design, il peut être confondu avec de l'art. Le designer n'est pas un artiste parce que même si je me limite juste à ces deux exemples-là, quand on va prendre Louis de Funès qui est un acteur, Kanye West qui est un chanteur, lorsqu'on va prendre même Leonardo de Vinci qui est un dessinateur et un sculpteur, au final, lorsqu'on regarde la finalité de ce qu'ils font, ça n'a absolument rien à voir avec la finalité de ce que fait le design. Le design, on a la chaise, on veut s'asseoir, on a la bouteille de ketchup, on veut faire sortir facilement le ketchup, on a le téléphone, on veut avoir une belle expérience dans l'usage de l'appareil photo, dans l'usage des applications. De l'autre côté, on a quelqu'un qui va nous faire rire, quelqu'un qui va nous faire danser et quelqu'un qui va nous faire dire « Waouh, ça c'est beau ». Donc, est-ce que le designer est un artiste? Non. Pour conclure, le designer répond à un besoin spécifique, à un cahier de charge. Il va penser fonction, usage et un bon design est transparent. Lorsqu'on a un très bon design, on ne s'en rend pas compte. L'artiste, par contre, il va s'exprimer, il va interroger, questionner son spectateur, son auditeur ou la pensée collective. Son point de vue est subjectif, c'est son point de vue à lui. Il veut vouloir susciter soit le beau, enfin généralement l'art suscite le beau, mais il y en a certains qui vont vouloir susciter le dégoût aussi et il va vouloir que les gens, quand ils voient son art, se disent waouh. Donc voilà en fait les différences fondamentales entre l'art et le design. Quels sont les secteurs d'activité dans lesquels le design intervient, ou le designer intervient? La dernière fois, je disais que ce genre de questions-là, il est souvent intéressant, par exemple, de les poser à des outils comme ChatGPT, pas dans le sens où je ne voulais pas répondre à la question, mais parce que en soi, c'est une question dont, enfin, la réponse peut se retrouver partout. Du coup, quand je demande à ChatGPT quels sont les domaines d'intervention d'un designer, j'ai du design graphique, j'ai du design industriel, j'ai du design d'intérieur, design de mode, design d'expérience utilisateur, design de produits alimentaires, design de produits durables, design de communication. Donc, en fait, tous ces domaines-là, c'est des domaines différents du design. Le designer graphique, il va créer charte graphique, logo, affiche visuelle, etc. Le designer industriel va créer des produits qui vont rentrer en industrie, qui vont être multipliés, produits en masse. Le designer d'intérieur va penser l'espace pour une fonction, pour une utilité. Le designer d'expérience utilisateur, aujourd'hui, c'est lui qui conçoit tout ce qui est interface utilisateur, qui conçoit ce qu'on appelle des parcours utilisateurs. Je veux écrire un message dans WhatsApp à Antoine. Quand je rentre dans l'application, quels sont les boutons que je vais cliquer jusqu'à écrire le message? C'est ça en fait le rôle d'un designer d'expérience utilisateur. Quels sont les
prédispositions, là aussi, je disais que pour moi, les domaines du design qui sont intéressants quand on est au Bénin, c'est le design graphique, le design de packaging, le design de communication, parce que ce sont des domaines où vous n'allez pas chômer. Il y a aussi le design éditorial qui est un domaine de niche que beaucoup de gens ne connaissent pas, mais où vous pouvez vous faire beaucoup d'argent. Il y a le design d'expérience utilisateur, donc c'est tout ce qui est UX pour faire des parcours d'utilisateurs pour des applications. Il y a le design d'expérience client, ce sera en termes de design d'expérience client et aussi d'expérience utilisateur. Si demain le CNHU vous demande de venir les aider à améliorer la capacité des gens à se retrouver dans l'hôpital, vous allez faire du design d'expérience utilisateur, vous allez faire du design d'expérience client. Et ce que vous allez rendre, ce sera probablement des éléments de design graphique avec de la signalétique. Design d'expérience client, c'est aussi une banque qui peut vous appeler pour vous dire chaque client fait environ 2 heures en attente avant d'être servi. Nous aimerons ramener ça à 15 minutes. Et ça, c'est aussi le travail d'un designer. On parle de design de service, design d'interaction, design d'interface. Donc, je différencie design d'expérience utilisateur de design d'interface utilisateur. L'interface utilisateur, c'est vraiment ce qu'on va voir. C'est ce à quoi l'appli va ressembler, c'est ce à quoi le site va ressembler. Et le design d'expérience utilisateur, c'est comment ça va être utilisé. Quelles sont les prédispositions à avoir avant de dire que je veux faire du design? Donc, je résume ça essentiellement en 2 éléments. Il faut être curieux, passionné. Si vous n'êtes pas curieux ou passionné, vous allez avoir beaucoup de mal à faire du design. Pourquoi curieux? Parce que vous pouvez faire du design pour la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin aujourd'hui et aller faire du design pour un hôpital demain et aller faire le design de l'interface utilisateur du robot de Bertin Naoum. Bertin Naoum, c'est un Béninois qui a inventé un robot pour opérer les gens à distance, donc ou opérer le cerveau. Du coup, si Bertin Naoum vous appelle et vous demande de designer l'interface utilisateur pour son robot d'opération, en fait, il faut comprendre que vous devez être curieux, vous devez aller comprendre c'est quoi un médecin, c'est quoi le bloc opératoire, dans quelles conditions on opère des gens, assister à une opération, assister à la typologie d'opération qui va demander à ce que le robot là soit utilisé, comprendre en fait quelles sont les difficultés que les gens rencontrent, comprendre comment le robot là vient aider à pallier à ces difficultés là. Et je vais donner un exemple bête, un exemple tout bête. Imaginez ce robot, vous faites l'expérience utilisateur et parce que partout vous avez vu qu'il faut créer un compte, qu'il faut s'identifier, etc. Vous allez mettre une interface de création de compte et d'identification sur un robot d'opération dans une salle d'urgence. Et quand le médecin va rentrer, on va dire oui, on a ramené cette personne-là, il est en grande difficulté, on doit l'opérer urgemment. Le médecin va venir, il va vouloir utiliser le robot, on va lui dire mettez votre email et votre mot de passe. Email qu'il a oublié, mot de passe qu'il a oublié, il est stressé, il est pressé. Donc, en fait, l'interface, la réponse d'interface que vous avez apportée au problème qu'on vous a soumis n'est pas la bonne. C'est pour ça qu'il faut être curieux. Il faut être curieux du domaine dans lequel vous allez intervenir. Dans ce cas, la médecine. Il faut être curieux de la pratique du métier. Dans ce cas, le design d'expérience utilisateur. Et ensuite, il faut être passionné. Parce que si lundi, vous travaillez sur la médecine, mardi, vous pouvez travailler sur l'espace, mercredi, vous pouvez travailler sur la physique quantique, samedi, vous pouvez travailler sur les marchés financiers. Donc, il faut être vraiment un passionné, quelqu'un qui est intéressé avant de faire du design. Sinon, on se retrouve très vite, je vais dire, pris dans un piège de « c'est trop difficile, ça ne m'intéresse plus ». Comment devenir un bon designer? Il y a 2 façons d'apprendre le design, en autodidacte ou en école. Et ce que je disais, c'est que peu importe l'école de design que vous faites, que vous fassiez EIGB, que vous fassiez IFRI, que vous fassiez Africa Design School, que vous alliez en France, aux États-Unis, en Chine, peu importe où vous allez sur la Terre, l'école à elle seule ne sera jamais suffisante pour faire de vous un bon designer. Donc, en plus de la formation de l'école, en plus des formations que vous pouvez acheter, vous devez tout le temps vous auto-former, vous devez lire, vous devez être curieux et vous devez emmagasiner de la connaissance. Et le domaine du design qui demande la créativité vous demande à être très cultivé. Plus vous êtes cultivé, plus vous en savez sur beaucoup de domaines différents, plus vous avez une capacité de créativité qui va s'accroître. Parce que la créativité, c'est la capacité à connecter des points de domaines qui n'ont d'apparence rien en commun, mais lorsqu'on a l'esprit d'un designer, on peut en fait y trouver des liens et réussir à créer des produits et des choses extraordinaires. Dans ce sens-là, qu'est-ce que je peux donner comme exemple? On va prendre le cas des ventouses de poules. Il a fallu qu'un designer soit intéressé par la mer, par les animaux marins,
pour se rendre compte que les poules, au niveau de leurs tentacules, ont des ventouses qui leur permettent d'adhérer et de rester accrochés à des surfaces pour lutter contre les courants marins. Et du coup, le designer, il va se bio-inspirer de cette poule-là et de sa ventouse pour créer des ventouses adhésives pour pouvoir grimper les vitres et aller essuyer des vitres dans des bâtiments très hauts. Quel est le lien entre une vitre et devoir grimper une vitre sur un gratte-ciel et une poule? C'est la créativité du designer. C'est sa capacité à assembler tout l'ensemble des connaissances qu'il a pour apporter une réponse à un problème donné. Pour résumer, pour devenir un bon designer, il faut être très cultivé, lire beaucoup. Si on en a la possibilité, il faut aller en école de design, en école de graphisme et surtout, être passionné, être discipliné et travailler seul à améliorer ses compétences en design, ses compétences en utilisation des logiciels et ses compétences humaines. Parce que le design aussi, c'est beaucoup de soft skills. Thierry, quand tu parles de rendre les projets ludo-éducatifs, je sais qu'on a eu une conversation aujourd'hui, mais il faut utiliser la gamification. Il faut utiliser les principes de gamification et grâce aux principes de gamification, tu pourras rendre la plupart de tes projets ludiques, tout au moins, avant de penser la composante éducative. Donc, pour rendre un projet ludique, il faut étudier les principes de la gamification. Je ne pourrai pas les exposer parce que ce sera très, très spécifique, mais entre autres comme principe de gamification, on a l'utilisation des scores, on a l'utilisation de points. Donc, un exemple très simple, je fais une action A, je gagne 1 point. Je fais une action B, je gagne 2 points. Donc, le fait que je gagne quelque chose en faisant une action insère le caractère ludique. Donc, j'ai parlé de gagner des points, j'ai parlé de score. J'ai gagné 1 point, 2 points. Au final, j'ai 10 points de score. Et il y a aussi des mécanismes comme les challenges, les leaderboards. Et ces principes-là, on les retrouve dans les jeux vidéo. Le leaderboard, c'est me comparer à d'autres joueurs et me faire voir à quel point d'autres joueurs ont avancé dans la thématique. Et ça, en fait, ça fait que j'ai envie de continuer pas à jouer, de dépasser la personne qui est au-dessus de moi. Ça crée de la compétition. Et partout où il y a de la compétition, l'esprit humain a tendance à revenir. J'ai parlé de challenge. Les challenges TikTok, ça marche beaucoup parce que justement, c'est un principe de gamification qui a été introduit dans TikTok, mais les challenges, c'est vraiment pousser la personne à se dépasser, à vouloir être meilleur, à participer à une compétition, à appartenir à un groupe et tout ce qui va avec. Pourquoi l'art numérique est onéreux? Pourquoi l'art numérique est onéreux? Parce que, ça dépend encore. Aujourd'hui, les choses vont changer, mais l'art numérique est onéreux parce que la compétence d'un artiste est difficile à acquérir. On ne s'improvise pas artiste, il faut travailler beaucoup. Donc, il y a cette compétence humaine qui est difficile à acquérir. Il y a ensuite le côté numérique. Donc, si tu veux faire de l'art numérique, ça veut dire que tu disposes d'un ordinateur et de matériel spécialisé qui sont souvent onéreux. Si tu veux faire de l'illustration digitale, tu as besoin peut-être d'un iPad. Et un iPad, c'est minimum 1 000 €. 1 000 €, ça fait 655 000. Il faut vouloir pour l'avoir. C'est près de 100 fois le SMIC, plus de 100 fois le SMIC au Bénin. Donc, ça fait que l'art numérique va devenir très tôt très onéreux. Il y a d'autres outils, il y a les tablettes Wacom, il faut l'ordinateur, il faut le logiciel propriétaire, il faut acheter une licence Photoshop. Donc, le matériel qui permet de produire ce art-là est généralement onéreux, va faire que la production au final va devenir coûteuse. Quelles sont les stratégies commerciales à mettre en œuvre pour valoriser sa production, son art numérique? Quand on est un artiste digital, aujourd'hui, ce que je peux conseiller, ça aurait été d'acheter le livre Show Your Work de Austin Kleon. Le principe est tout simple, c'est qu'il faut montrer votre process de création. Il faut avoir une chaîne Instagram, une chaîne TikTok, une page Facebook si vous voulez. Montrer le processus que vous utilisez pour créer vos œuvres et mettre en avant votre personnalité, mettre en avant l'histoire derrière vos œuvres et un lien entre vous et votre communauté. Et parce que vous montrez votre process, parce que vous montrez comment vous créez vos œuvres, ça crée une certaine proximité entre le
l'œuvre et les personnes auxquelles on le montre. Du coup, on peut valoriser sa production et on peut mieux vendre son art grâce à ça. Rencontrer et avoir des soutiens des acteurs de l'écosystème créatif. Rencontrer, pour rencontrer, il faut peut-être aller dans les événements. Il faut parler avec les gens. Il faut leur exposer votre projet. Il faut les écouter. Il faut écouter eux aussi leur projet. Il faut s'intéresser à ce qu'ils font. Il y a un principe qu'on appelle pay it forward, qui est de toujours donner quelque chose à quelqu'un avant de lui demander quelque chose. Donc, il faut forcément donner gratuitement quelque chose aux gens si un jour vous pensez que vous allez avoir besoin de quelque chose venant d'eux. Donc, il y a le principe du pay it forward où vous donnez gratuitement, vous donnez de votre temps, vous donnez de votre participation. Et voilà, donc c'est tout ce qui va permettre de créer un réseau que vous allez utiliser pour rencontrer les acteurs de l'écosystème. Avoir leur soutien, ça va vraiment dépendre de vos capacités à générer des interactions humaines intéressantes. Pourquoi les freelances ont du mal à travailler en équipe? Donc, pourquoi les freelances ont du mal à travailler en équipe? Ok, ça, c'est une grande question. D'abord, la façon dont je décrirais un freelance créatif, c'est comme un mercenaire. Tu as une équipe de foot et tu recrutes un mercenaire. Le mercenaire, lui, il va chez celui qui le paye. Et il va chez celui qui le paye le plus. Donc, si tu as un mercenaire dans ton équipe, tu sais qu'il n'est pas là parce qu'il croit en ton équipe. Il est juste là à cause de la paye que tu vas lui faire. Donc, généralement, avec les freelances, il faut payer leur prix et il faut savoir ce qu'on attend, le résultat qu'on attend d'eux. Sinon, très vite, ça va mal fonctionner. Ensuite, pourquoi ils ont du mal à travailler en équipe? Au-delà du fait que le freelance est payé pour exécuter des missions de façon ponctuelle et qu'il joue le rôle de mercenaire généralement, c'est un solo player. C'est quelqu'un qui veut jouer seul ou aime jouer seul. Donc, il n'est pas là pour forcément faire le jeu du travail en équipe. Il n'est pas là pour s'encombrer de la hiérarchie. Il ne veut pas... Enfin, il a beaucoup de mal avec la hiérarchie. Peut-être pas toujours, mais il y en a qui ont du mal avec la hiérarchie. Il y a le principe fondamental de je ne veux pas travailler pour quelqu'un ou je ne veux pas travailler sous quelqu'un, qui va faire que certains freelances auront du mal à collaborer. Et il y a aussi le fait de l'ego et de la comparaison. Là où il va penser que c'est sa production qui est la meilleure, il va vouloir qu'on dise que c'est son travail. Donc, il peut y avoir très vite des points d'ego ou des points de personnalité qui vont entrer en jeu. Alors que quand on travaille dans une équipe, il n'y a pas de moi, il n'y a pas de je, c'est des nous. Donc, notre travail, notre boulot. Et quand tu vas être dans une très bonne équipe, tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas de frontière entre ce que les gens font. Les gens se complètent. Le freelance, par nature, il est obligé d'être capable de faire tout ce que son client lui demande. Donc, c'est l'homme à tout faire, c'est l'homme qui sait faire tout, c'est l'homme qui peut tout. Et lorsque tu le mets dans une équipe, il ne va pas laisser le rôle des autres, il ne va pas laisser aux autres leur rôle. Il va vouloir s'immiscer dans le travail des autres, il va vouloir donner son avis, il va penser que la façon dont il pense est meilleure. C'est pas que tous les freelances sont comme ça, mais c'est juste que la nature même du freelancing fait que c'est très difficile de travailler en équipe. Quelles sont les méthodes ou moyens utilisés ou que vous utilisez pour avoir une application ou un produit centré sur l'utilisateur? Waouh, ça c'est toute une... Tu viens de me poser la question d'une vie. Je vais partager mon écran, je vais vous présenter mon projet de fin de DNMAD en design et je vais l'utiliser pour vous expliquer comment est-ce qu'on construit un produit centré utilisateur. En gros, en design, il y a ce qu'on appelle la méthodologie de travail en double diamant. Donc, la méthodologie de travail en double diamant, c'est la méthode que l'école de design, comme des écoles de design comme Africa Design School, vont enseigner à leurs étudiants. Donc, je vais commencer par ici. En design, donc je suis là. Le double diamant, c'est ce qu'on va utiliser pour travailler en design. Donc, dans la première partie du travail d'un designer, il faut qu'il essaie d'identifier un problème de design qui mérite d'être résolu. C'est la première chose qu'il va faire. Donc, vous partez d'un thème. Donc, supposons que moi, mon thème, c'était la tontine.
Et dans la tontine, je vais faire des enquêtes utilisateurs. Je vais parler à des gens qui font de la tontine pour essayer de comprendre quels sont les problèmes, tous les problèmes qu'ils rencontrent dans l'exercice de la tontine. Et une fois que j'ai trouvé tous les problèmes qu'ils rencontrent, je vais identifier le problème qui mérite, à moi, de mon point de vue de designer, qui mérite d'être résolu. Donc, on appelle ça la phase de découverte. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est comprendre le sujet, donc la tontine, et le contexte. Donc, la tontine au Bénin. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, ça fait deux choses. Je comprends mon sujet, qui est la tontine, et je comprends son contexte. La tontine au Bénin ou la tontine à Cotonou. J'identifie le ou les problèmes qu'il y a dans cette tontine-là, c'est le deuxième point ici, et j'identifie les usagers. Donc, qui est-ce qui fait la tontine? Qui est-ce qui collecte la tontine? Qui est censé intervenir lorsqu'il y a des conflits entre ceux qui organisent les tontines et ceux qui font les tontines? Quel est le rôle de l'État? Quel est le rôle des réseaux? Qui sont tous les organes ou organismes nationaux qui sont impliqués dans cela? Donc, c'est ça qui a identifié les usagers. Dans la deuxième phase, on va définir une problématique, on va définir un axe suivant lequel on veut travailler. Et pour définir cette problématique et l'axe sur lequel on veut travailler, on doit analyser, synthétiser les informations qu'on a collectées pendant notre première phase de découverte. On va ensuite définir les problèmes des utilisateurs. Donc, on va trouver une façon de formuler le problème de l'utilisateur qu'on veut résoudre et on va donner un positionnement à notre projet. Donc, donner un positionnement à notre projet, c'est décider la façon dont on va résoudre le problème qu'on a identifié. Est-ce que c'est en faisant une application? Est-ce que c'est en créant une nouvelle tablette? Est-ce que c'est en faisant un site web? Est-ce que c'est en faisant une application plus un site web? Est-ce que c'est en créant une organisation qui va se charger de faire X, Y, Z? Bref, le positionnement, c'est vraiment comment est-ce qu'on pense qu'on peut résoudre le problème. Et il y a la phase de développement. Dans la phase de développement, on va choisir la solution qu'on veut développer. On va prototyper, tester cette solution-là et évaluer avec les utilisateurs si la solution est bonne. Et on va itérer jusqu'à trouver la bonne solution. Donc ça, c'est la présentation vraiment simplifiée du double diamant. Mais en fait, j'aimerais savoir, à ces différentes étapes que vous venez de parler, je me demande, est-ce qu'on ne devrait pas peut-être se rapprocher auprès des utilisateurs? Vu qu'on a identifié le problème qui nous intéressait au niveau de la tontine, et je me dis, l'application qu'on va faire, si on définit et on se met peut-être à la place des utilisateurs, est-ce qu'on ne va pas se rapprocher d'eux après, histoire d'avoir leurs avis avant de réellement commencer à travailler sur l'application? Ok, donc il y a deux choses que tu dis dans ta compréhension de ce que j'ai dit qui posent problème. La première chose, c'est que tu parles d'application. Dans la méthodologie du designer, on ne sait pas si on va faire une application, si on va faire un site web ou si juste on va créer quelque chose où on va taper étoile 250 dièse pour avoir la solution. Oui. Je ne sais pas si tu vois. Donc, dans cette approche-là, cette méthodologie n'est pas une méthodologie qui conduit vers une application ni qui conduit vers un site web. Donc, il fallait que je sais que moi, j'ai fait une application, mais il fallait que je corrige ça dans la perception que tu peux avoir du processus. Ok. Je ne sais pas si tu vois. Donc, ce n'est pas nécessairement une application ou un site web qui sort du process du designer. C'est au niveau de la phase 3, entre la phase 2 et la phase 3, qu'on définit ce qu'on va faire. Ensuite, tu demandes si est-ce qu'on ne doit pas aller vers les utilisateurs. Tu vois? Et c'est là, en fait, c'est délicat. Quand moi, j'ai dit comprendre le sujet, son contexte, j'ai parlé d'identifier le problème, j'ai parlé aussi d'identifier les usagers, les parties prenantes. Mais tu ne peux rien faire de tout ça sans voir tes usagers. Ok. Je ne sais pas si tu vois. Donc, c'est impossible que tu puisses faire la phase 1 sans rencontrer ou parler aux utilisateurs. Donc, c'est peut-être moi qui ne l'ai pas dit, mais il n'y a pas de phase 1 sans conversation, sans enquête, sans dialogue avec les utilisateurs. Avant de sortir ma solution qui a été une application, j'ai fait 4 autres soutenances.
Donc, j'ai fait 4 soutenances de la phase 1 jusqu'à la phase, je vais appeler ça phase 5. Et ma compréhension de la tontine a évolué. Moi, j'ai travaillé au départ, mon sujet tel que je le percevais, je voulais travailler sur la tontine, ce que j'appelais l'épargne informelle. Donc, en tant que designer, lorsque vous voulez penser ou vous pencher sur un problème, vous partez d'une hypothèse. Donc, moi, j'ai dit, OK, les tontines m'intéressent. Pourquoi tout le monde fait des tontines? Et pour moi, dans ma tête, c'est que les tontines, c'est informel, donc ça pose problème. Donc ça, c'est mon hypothèse de départ. Et vous allez voir comment, à travers le temps, en fait, on se rend compte que non, c'est pas parce que les tontines, c'est informel que ça pose problème aux gens. Aujourd'hui, vendre l'essence paillote dans la rue est informel au Bénin. Pourtant, tout le monde vend du paillote. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, généralement, nous, on a la perception qu'il y a un problème quelque part, alors que pour les gens qui sont affectés, ce n'est pas un problème. Donc, il fallait déjà définir la tontine, c'est le contexte dans lequel il est exercé, quelles sont les questions que je me pose, quels sont les enjeux, et montrer que j'avais identifié les acteurs, faire une veille, essayer de voir toute la documentation, les mémoires de licence qui ont été écrits au campus, les documents qui ont été publiés à travers le monde sur la tontine en Afrique, essayer de voir quelles sont les études qui avaient été faites sur la tontine, qui sont les personnes au Bénin qui essayaient de lancer des solutions sur la tontine, qu'est-ce que l'art dit sur la tontine, est-ce que des gens chantaient sur la tontine, est-ce qu'il y a des contes populaires sur la tontine, quelle est la perception de la tontine avant de penser à une solution. Donc, j'ai pu trouver que la tontine est partie dans les fondements de la tontine. Au départ, c'était une association d'entraide agricole. Donc, au départ, les gens se retrouvaient entre eux pour s'aider à faire de l'agriculture. C'est la première forme de tontine qu'on a eue. Donc, on est dit, on va s'associer, on va aller dans le champ de Sagbo lundi, on va aller dans le champ de Bodia mardi, dans le champ de Antoine mercredi, ainsi de suite, jusqu'à finir de passer dans le champ de tout le monde pour pouvoir s'aider entre nous. Et je crois que cette pratique-là, ça se fait encore jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'était la première forme de tontine. Et ensuite, la tontine aujourd'hui, c'est plus tontine WhatsApp. On voit aujourd'hui des tontines, quelqu'un qui va faire une story, utiliser ce lien pour intégrer mon groupe WhatsApp, tontine écran plat, tontine écran ci, tontine paintingan, tontine ceci, cela. Mais avant de devenir cela, la tontine qui est partie de l'agricole a d'abord été un système de crédit rotatif, donc forme d'épargne informelle accentuée par la crise financière des secteurs bancaires en 1982. Donc en 1982, il y a les banques d'État du Bénin qui ont fait faillite. Aujourd'hui, on parle de SVP aux États-Unis, mais au Bénin aussi, en 1982, les 2 banques d'État ont fermé. Ce qui a fait que tous ceux qui avaient leur argent à la banque ont perdu leur argent, mais ceux qui avaient leur argent dans les tontines l'ont préservé. Et puisque les gens s'habituaient à s'entraider dans les champs, ils ont commencé par s'associer, non plus seulement pour aller au champ, mais pour partager de l'argent entre eux. Donc voilà le contexte social de la tontine. Ensuite, dans la démarche, il faut montrer que mon projet il est pertinent au vu des chiffres. Donc, suivant l'INSAE, en 2017, c'est 37 milliards de francs CFA qui ont été épargnés par les Béninois dans la tontine. Il faut aussi noter que 60% des Béninois participent aux tontines. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'INSAE. Donc, à chaque fois, en tant que designer, il faut citer ses sources et il faut prouver la pertinence de ce qu'on dit. Mais si 60% des Béninois sont dans une tontine, seulement 5,3% ont un compte épargne. Donc, 5% de la population du Bénin a un compte en banque, mais 60% de la population fait de la tontine. Et la tontine est informelle. Et en 2017, c'était 37 milliards que les gens ont cotisé dans la tontine. Et derrière, on se rend compte que si la tontine est passée du traditionnel à tontine WhatsApp, c'est parce que Internet marche beaucoup aujourd'hui au Bénin, 53% de pénétration, et que Mobile Money, c'est 14 milliards de transactions financières qui ont été faites en 2020 grâce à Mobile Money. Et que 41,27% des Béninois ont Mobile Money. Et en fait, c'est montrer comment est-ce que
non seulement j'ai identifié quelque chose, un problème de mon expérience, mais que l'infrastructure juridique, l'infrastructure économique, la façon dans laquelle l'environnement, c'est pour ça que je parlais d'environnement socio-économique, socio-culturel, c'est montrer comment l'environnement socio-économique et socio-culturel favorise les tontines. Et du coup, moi, j'ai identifié des enjeux. Bon, ça, on va passer dessus. Et les usagers, il y a une étape où vous devez savoir qui sont les personnes qui sont impliquées dans la tontine au Bénin. Et on va se rendre compte qu'il y a les personnes physiques qui résident au Bénin, qui font la tontine. Il y a les organes de collecte. Dans les organes de collecte, dans tout le Bénin, il n'y a que 112 institutions qui sont autorisées à organiser des tontines. Donc imaginez toutes les tontines qui existent au Bénin. Mais seulement 112 sont officiellement autorisées à faire des tontines. Il y a les agents de collecte informels. C'est ceux qui vont passer de bonne dame en bonne dame, nos mamans, les tontons qui font tontine, qui passent de maison en maison, collecter l'argent, passent de bonne dame en bonne dame, collecter l'argent. Il y a nos sœurs, nos frères qui vont créer des tontines en ligne. Et en fait, les organes de collecte, quand on paye via Mobile Money, c'est MTN qui est impliqué. Quand on paye sa tontine via Move Money, c'est Move qui est impliqué. Donc, en tant que designer, lorsque vous voulez aborder un sujet, vous ne pouvez pas l'aborder légèrement. Vous devez comprendre tout l'environnement dans lequel le sujet est abordé. Il y a les organes de contrôle, etc., les organes de réglementation. Donc, il faut comprendre tout le phénomène. Et Zelda, elle disait tout à l'heure que je n'ai pas parlé aux utilisateurs. Mais dans mon travail, j'avais enquêté des utilisateurs. J'ai fait un questionnaire où j'ai eu 113 réponses. Et il fallait présenter 150 réponses plutôt. Il faut présenter tout ça pendant que vous faites votre présentation de votre sujet. Donc, tout ça, je vais zapper parce que ce n'est pas très important. Ici, par exemple, je fais une veille sociale de c'est à quoi ressemble actuellement le système de tontine au Bénin. Donc, on a les carnets de tontine que les bonnes dames utilisent, on a comment ça fonctionne. C'est de tout ça que je vais m'inspirer. C'est tout ça qui va, former ma source de veille artistique. Et on a MTN qui a lancé un système de tontine qui a échoué. On a Finanfa App qui a lancé un système de tontine qui n'a pas marché. On a OpenSI qui a lancé Tonti Plus qui n'a pas marché. Donc, il faut faire toutes ces veilles-là et faire un état de l'art et comprendre ce qui est dans le domaine. Niveau juridique, il faut comprendre niveau artistique plutôt, il faut comprendre, Jojo le comédien a fait quelque chose, Bibi Doba a chanté dessus, Tiano Babassa, dans certaines parties de ses chansons, il va dire des choses qui vont venir renforcer le point de vue que les gens ont par rapport à l'argent, par rapport à la tontine au Bénin. Et tout ça, en fait, il faut le voir. La veille juridique, il faut voir est-ce que l'État a des lois, quelles sont ces lois-là, qu'est-ce que ces lois disent. Et bref, c'est vraiment beaucoup de travaux avant de décider quelle solution implémenter. Je ne veux pas vous saouler parce que c'est beaucoup de soutenance, c'est beaucoup de travail. Vous devrez l'avoir compris. Mais derrière, je vais passer ici vite fait les résultats. Ok, objectif, résultat, tac. Donc, moi, en fait, en essayant de comprendre la tontine, je vais me rendre compte qu'aujourd'hui au Bénin, je monte la vidéo, on se rend compte en fait que des gens font des tontines via TikTok. La tontine s'est tellement démocratisée que les gens font tontine sur TikTok désormais, les gens font tontine sur Facebook, les gens font tontine sur WhatsApp, font des stories dessus, ils font tontine via des groupes WhatsApp et c'est en fait tout ça qui va constituer une base pour essayer de comprendre quelle est l'expérience utilisateur actuelle de ceux qui font des tontines. Qu'est-ce qui propose vraiment des opportunités pour que nous on puisse intervenir, pour que nous on puisse interagir. Où sont les leviers? Où sont les difficultés? Comment est-ce que les gens résolvent actuellement le problème qu'on a identifié et comment est-ce que nous on veut apporter une solution? Et au départ, moi, j'étais parti sur des hypothèses, sur les questions comme pourquoi les gens font de la tontine. Moi, je me suis dit que c'est les pauvres qui font la tontine. Quand les gens n'ont pas l'argent, ils font tontine. C'est ce que je m'étais dit. Ensuite, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent le plus souvent quand ils font des tontines? Je me suis dit que c'est le vol. Genre, le truc qu'on entend le plus souvent, c'est que telle personne a disparu avec l'argent de tontine, telle personne est partie avec la tontine, etc. Et au niveau de que veulent les utilisateurs des tontines, moi, je me suis dit que les gens veulent avoir des tontines légales et formelles, des tontines encadrées par l'État, être rassurés sur la sûreté d'une tontine. Donc ici, ce que vous allez voir, c'est qu'il y a des questions de recherche et il y a des hypothèses. Donc dans la démarche du designer, il y a toute cette approche sociologique où
on va maintenant avec ces questions de recherche et ces hypothèses faire des enquêtes au niveau des utilisateurs pour voir si ce qu'on a dit est vraiment réel. Et dans notre façon de présenter, parce que ça c'est une soutenance académique, il faut montrer au jury comment tu as collecté tes données, montrer comment tu as fait ton échantillonnage et prouver la pertinence de ta démarche pour justifier la solution que tu veux mettre en œuvre. Donc, j'ai montré que j'ai fait des interviews et que j'ai rencontré des personnes et j'ai montré les différentes formes de tontines, expliqué aux jurys ce que c'était les tontines au Bénin parce qu'ils peuvent ne pas connaître. Il y a plusieurs formes de tontines. Il y a les tontines mutuelles, commerciales, financières. Il y a Dogbert, il y a les tontines en ligne. Et du coup, moi, je m'intéresse aux tontines en ligne. Il faut faire le point du vide juridique de comment est-ce que les tontines sont venues au Bénin. Et ce que je vais remarquer, c'est que les gens ne font pas la tontine parce qu'ils sont pauvres. Quand je vais parler à mes utilisateurs, je vais me rendre compte que si les gens font la tontine, c'est parce qu'ils veulent épargner. C'est parce que seuls, ils n'arrivent pas à être disciplinés pour faire de l'épargne. C'est parce qu'ils veulent acheter quelque chose, mais ils n'ont pas l'argent en cash pour tout payer. Donc, ils vont acheter quelque chose, mais payer un peu. C'est un peu le principe des tontines de pagne, Vlisco, où vous allez payer un peu jusqu'à lorsque votre tour va arriver, on va vous remettre un pagne. Et éviter les tracasseries de la banque. Il y a des gens qui vont rentrer dans les tontines parce qu'ils ne se voient pas tous les jours. Aller faire un rang de 2 heures pour déposer 2 000 dans une banque ou pour déposer 10 000 dans une banque. C'est trop pour lui. Donc, il va faire la tontine. Ensuite, je me disais que le vol est le problème le plus récurrent dans les tontines. Mais en enquêtant et en travaillant avec les utilisateurs, je vais me rendre compte que le vol est le problème le plus petit. C'est pas le vol le problème le plus grand. C'est quelqu'un n'a pas payé sa tontine à temps. Quelqu'un y a eu un problème et donc il n'a pas pu payer sa tontine. Donc généralement le retard de paiement, c'est ça le plus gros problème dans la tontine. Et quand les gens sont en retard de paiement, ça va créer un deuxième problème, c'est que quand mon tour est arrivé, je n'ai pas pu recevoir ma tontine. Et c'est comme ça en fait que moi je me rends compte que au final les gens ne veulent pas une tontine légale. Ils veulent juste avant de rentrer dans une tontine que la tontine là est sécurisée. Avant de rentrer dans une tontine, il veut être très sûr que cette tontine là est sécurisée. Il veut payer sa tontine, peu importe les imprévus. Peu importe l'imprévu qu'il a, il va quand même être en mesure de payer sa tontine parce que la tontine c'est un engagement. Il veut faire une tontine parce qu'il manque de discipline. Il manque de discipline seul pour épargner. Donc il veut avoir une discipline d'épargne. Il veut être rassuré de la sécurité d'une tontine. Et il veut constituer des fonds, soit pour lancer une activité commerciale, soit pour faire de l'entrepreneuriat, soit pour acheter un bien. Et c'est en faisant ce travail de compréhension de mon utilisateur et de définition de son besoin ou de ses problèmes que j'arrive à savoir quelle est la base sur laquelle je vais définir les fonctionnalités de mon produit et formuler une problématique et ensuite montrer comment je vais développer cette problématique-là. Et avant de venir à la fin, je vais aller directement sur ma dernière soutenance. Je vais aller directement sur ma dernière soutenance. OK. Et je vais vous montrer la solution. Les tontines en ligne sont fondées sur une confiance aveugle en des inconnus, se déroulent dans un cadre non légal, sans sécurité ni garantie de remboursement lorsque surviennent des difficultés. Pour rendre la pratique des tontines en ligne fiable, nous vous proposons AASU. Cadre de confiance pour la pratique des tontines, AASU est un service numérique qui vous donne accès à des tontines sûres et fiables. Désormais, gérez facilement vos tontines. Créez un groupe d'épargne, filtrez ceux qui peuvent le rejoindre en fixant des règles de sécurité, partagez le lien d'invitation à votre tontine sur vos réseaux sociaux. Ne manquez plus jamais vos paiements grâce au rappel qui vous incite à payer fréquemment et au prélèvement automatique depuis vos fonds de sûreté. Vous devez payer une tontine qui vous demande de gros moyens, aucun souci. Grâce au fonds de sûreté, cotisez à votre rythme et suivant vos ressources. À l'échéance, votre cotisation est automatiquement transférée vers la cagnotte du groupe d'épargne. Grâce aux tontines discipline, AASU vous aide à bâtir une discipline d'épargne. Commencez en douceur avec des tontines mensuelles, hebdomadaires ou journalières. En réussissant les tontines discipline, vous renforcez la confiance entre l'application et vous. Afin de rendre AASU sûr pour chacun, vous devrez respecter plusieurs obligations avant d'avoir accès à toutes les fonctionnalités.
Pour accéder au crédit et aux tontines certifiées, vous devrez vérifier votre identité, avoir réussi 5 tontines disciplines et épargner au moins 20 000 francs CFA en fonds de garantie. Les fonds de garantie sont une réserve obligatoire qui permettent de couvrir au minimum 3 mois d'échéance en prévision des imprévus et cas de force majeure. Une fois ces conditions réunies, vous pourrez acheter à crédit et échelonner le paiement d'articles chez nos commerçants partenaires. Bouteilles de gaz, téléphone ou ordinateur, payez à votre rythme en souscrivant à des tontines d'articles. Demandez un crédit en négociant votre position de ramassage. Vos historiques de paiement permettront alors de déterminer votre sérieux et de vous attribuer votre position. Les tontines certifiées vous assurent la présence de participants de qualité, la protection contre le vol et les abus de confiance et offrent une assurance qui peut couvrir jusqu'à 5 mois d'impayés. ASSU, un cadre de confiance, mon compagnon fiable. Pour résumer rapidement, dans la présentation, j'ai parlé un peu des problèmes et comment j'ai fait pour trouver les problèmes qui m'ont amené à développer cette solution-là. J'ai parlé de l'environnement socio-économique, j'ai parlé de l'environnement juridique, j'ai parlé du cadre, enfin, qui fait que l'application était la solution la plus intéressante à mon sens. Donc, pour rappeler brièvement ce que les gens voulaient, les participants veulent se protéger des organisateurs malhonnêtes. Les participants font des tontines parce que seuls, ils n'arrivent pas à épargner, ils dépensent l'argent. Et il y a des gens qui veulent acheter des articles, mais payer un peu. Je prends un exemple, enfin, je n'aime pas trop l'exemple, mais il y a des femmes, quand elles veulent acheter des mèches brésiliennes à 200 000, elles vont rentrer dans une tontine et payer 20 000 sur 10 mois. D'un autre côté, on a des commerçantes qui, elles, créent des groupes de tontines parce que elle est commerçante, on va être première à ramasser. Et quand elle crée le groupe de tontines, si c'est 10 000 on cotise et il y a 10 personnes, ça fait, elle vient d'obtenir un crédit de 100 000. Elle vient de passer 100 000 francs comme ça, mais en se mettant en première position. Et elle va prendre ces 100 000 là maintenant et elle va créer une activité. Elle va commencer par vendre ce qu'elle aura acheté avec les 100 000 et utiliser les bénéfices pour payer la tontine à son tour. Il y a d'autres commerçantes qui, elles, vont créer la tontine pour pouvoir vite écouler leurs produits parce qu'elle sait que si elle permet à ses acheteurs de payer un peu, elle pourra vendre son produit. Tout ça, quand je commençais... Quand je commençais mon projet de licence, en fait, je vais arrêter le partage. Je ne savais pas tout ça. Je ne savais pas que c'était les problèmes que les gens rencontraient. Quand je commençais mon travail sur la tontine au départ, je ne savais pas en fait que c'était les problèmes que les gens rencontraient. Pour moi, les problèmes, je l'ai exposé au début, c'était que les tontines sont illégales. Pour moi, les problèmes, c'était que les tontines n'étaient pas sécurisé. Alors que en allant parler avec les utilisateurs, je me suis rendu compte que c'était pas le cas et que les tontines étaient sécurisées, mais que le problème que les gens rencontraient réellement était ailleurs. Donc voilà, je sais pas si tu as des questions. Je sais que je vais t'envoyer le lien de la vidéo dès qu'on va finir. Les autres, Jacques, Valérie, Samuel, je sais pas si vous avez des questions, mais voilà. J'ai vraiment essayé de brosser ça de façon très abstraite, mais c'est ce que je peux dire. Oui, Valérie. Voilà. Moi, j'ai bien aimé la façon dont le problème a été étudié et la façon dont vous avez pu découvrir de nouvelles choses pour apporter de réelles solutions. Là, ça me permet, je me rends compte que les développeurs, en fait, tous ceux qui vont créer la solution en réalité, ils sont réellement dépendants des solutions que les personnes vont apporter. Ils doivent forcément avoir la solution réelle. Maintenant, la question que je me pose, c'est où est-ce qu'on peut trouver en autodidacte des ressources pour apprendre une démarche pareille? C'est ça le problème. Pour moi, c'est ça le problème. Et c'est ça qui fait que
je sais pas si quelqu'un a suivi les talks que j'ai fait jusque-là, je mets beaucoup d'attention sur ce que j'ai appelé un designer. Savoir faire des interfaces, dire que on fait du UX et dessiner des wireframes ne fait pas de vous un designer en entier. Je ne sais pas si on se comprend, sans vouloir vexer quelqu'un. Savoir dessiner des wireframes, savoir faire du UI, faire de très belles interfaces ne fait pas de vous un designer. Et quand je vous présente tout ce que j'ai fait pour arriver à la solution, vous allez vous rendre compte que aller sur LinkedIn, par exemple, et montrer une interface de la solution, vraiment, ça ne présente même pas le 1 centième du travail réellement qu'il y a derrière avant d'apporter cette solution-là. Et du coup, est-ce que seul en autodidacte, on peut y arriver? Oui, si vous êtes ultra passionné et très discipliné pour lire les livres, très discipliné pour essayer beaucoup de choses. Mais si vous êtes autodidacte et vous êtes encore en freelance, seul dans votre monde, ça devient encore plus compliqué. Si vous êtes autodidacte et vous travaillez en entreprise et que dans votre entreprise, on ne développe pas cette démarche-là, vous avez encore un problème. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas le temps de développer la démarche qui emmène à identifier le bon problème et qui emmène à mettre en avant la bonne solution. C'est pour ça des gens comme moi aujourd'hui, je prends cette initiative-là de faire ce genre de talk pour parler de ce genre de sujet. C'est en faisant ce genre de talk, je vais me rendre compte que peut-être des gens vont se dire on aimerait comprendre la méthodologie. Et si je me rends compte que comprendre la méthodologie est vraiment quelque chose qui intéresse, je peux dire OK, on peut programmer 3 talks et on peut se donner des exercices, on peut parler dans le groupe LinkedIn pour travailler un aspect de cette méthodologie-là. Mais à moins que vous fassiez une école de design ou à moins que vous ayez un bon mentor qui utilise vraiment la méthodologie, c'est quelque chose qui est difficile à appréhender seul.